point alors que j'étais enceinte de 7 mois, ma fille innocente de 6 ans a révélé le vol commis par ma belle-sœur lors de ma baby shower, après l'avoir surprise en train de dérober de l'argent dans les enveloppes cadeaux. Furieuse, ma belle-sœur a saisi une lampe lourde et a frappé ma fille à la tête de toutes ses forces, en hurlant « Comment oses-tu m'accuser ?» Ma fille a trébuché en arrière, heurtant violemment le mur, et s'est effondrée en sang. Malheureusement, ma belle-mère a pris son parti, disant qu'elle l'avait mérité pour avoir porté de fausses accusations. Mais mon mari a bientôt mis au point un plan de vengeance qui a fait trembler ma belle-sœur. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de dentelle de notre salon, alors que j'ajustais une autre guirlande de ballons pastel sur le manteau de la cheminée. J'avais mal au bas du dos à force de rester debout trop longtemps, et le bébé en moi donnait des coups de pied agités contre mes côtes. À 7 mois de grossesse, tout ressemblait à un marathon. Mais je voulais que cette baby shower soit parfaite. Ma fille, Ruby, m'avait aidé à glacer les cupcakes ce matin-là, ses petites mains traçant soigneusement des tourbillons roses et bleus sur chacun d'eux. « Maman, est-ce que je peux mettre les serviettes sur la table maintenant ?» a demandé Ruby, serrant une pile de serviettes couleur crème, décorées de minuscules empreintes de pas. « Vas-y, ma chérie. Assure-toi d'en compter assez pour tout le monde. » J'ai souri devant son enthousiasme. Ruby posait des questions sur son petit frère depuis des mois, planifiant déjà les jeux auxquels ils joueraient ensemble. Mon mari, James, est entré en portant une autre chaise pliante venant du garage. Sa sœur, Nathalie, le suivait, ses talons de créateur claquant sur notre parquet. Elle portait un chemisier en soie, qui coûtait probablement plus cher que notre budget mensuel pour l'épicerie, et ses ongles parfaitement manucurés brillaient, alors qu'elle consultait son téléphone. « Où veux-tu ces chaises ?» a demandé James. « Le long du mur, près de la fenêtre, ça devrait aller, » ai-je dit, en m'écartant pour lui faire de la place. Nathalie a à peine levé les yeux de son écran. Elle était arrivée 30 minutes en avance, prétendant vouloir aider à l'installation, mais jusqu'à présent, elle n'avait rien apporté d'autre que des critiques sur la décoration, la jugeant un peu « ordinaire » à son goût. Ma relation avec Nathalie avait toujours été tendue. Elle considérait le mariage de James avec moi comme une régression pour lui, ne manquant jamais une occasion de me rappeler qu'elle était diplômée d'une université d'élite, alors que j'avais fréquenté un établissement communautaire. La sonnette a retenti, et bientôt, notre maison s'est remplie d'amis et de famille. Ma mère est arrivée avec sa célèbre trempette aux 7 couches, et ma meilleure amie, Caroline, a apporté un énorme sac cadeau débordant de papier de soie. Même la mère de James, Patricia, s'est montrée, bien qu'elle ait passé la plupart de son temps à tourner autour de Nathalie, les deux chuchotant et me lançant occasionnellement des regards désapprobateurs. J'avais installé une petite table près de l'entrée, où les invités pouvaient déposer leurs enveloppes cadeaux. Plusieurs personnes avaient mentionné qu'elles préféraient offrir de l'argent liquide ou des cartes cadeaux plutôt que des présents physiques, sachant que nous devions encore économiser pour les meubles de la chambre du bébé. En milieu d'après-midi, le panier à enveloppes contenait une belle collection d'enveloppes blanches et crème, chacune étant une contribution généreuse pour notre famille grandissante. Ruby circulait parmi les invités, offrant des biscuits et montrant à tout le monde l'éléphant en peluche qu'elle avait choisi pour son petit frère. Elle prenait son rôle de grande sœur très au sérieux, et la voir s'illuminer quand les gens posaient des questions sur le bébé me faisait chaud au cœur. Vers 15 heures, j'ai remarqué que Nathalie s'éclipsait du rassemblement principal. Elle se dirigeait vers le couloir de l'entrée, là où nous avions placé la table des cadeaux. Au début, je n'y ai pas prêté attention, les gens entraient et sortaient tout l'après-midi, utilisant les toilettes ou sortant prendre l'air. Mais quelque chose m'a tracassé quand j'ai réalisé qu'elle était partie depuis plusieurs minutes. Puis j'ai entendu la voix de Ruby, aiguë et confuse, venant du couloir. « Tante Nathalie, pourquoi tu mets ça dans ton sac à main ?» Les bavardages dans le salon continuaient, mais je me suis immédiatement dirigé vers le couloir, mon ventre de femme enceinte me faisant dandiner plus que marcher. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Nathalie se tenait près de la table des cadeaux, 3 enveloppes serrées dans sa main, sur le point de les laisser tomber dans son sac à main en cuir coûteux. Ruby se tenait à côté d'elle, la regardant avec de grands yeux innocents, ne comprenant visiblement pas ce dont elle était témoin. « Ruby, retourne à la fête », a sifflé Nathalie, son visage devenant rouge. « Mais c'est pour le bébé », a dit Ruby, sa voix devenant plus forte. « Ce sont des cadeaux pour mon frère. » J'ai atteint le couloir juste au moment où l'expression de Nathalie se tordait en quelque chose de hideux. Plusieurs autres invités avaient commencé à remarquer l'agitation, les têtes se tournant vers l'entrée. « Espèce de petite morveuse », a grogné Nathalie. Et avant que je puisse réagir,
elle a attrapé la lampe décorative sur la table d'appoint. Tout s'est passé au ralenti et à la vitesse de l'éclair simultanément. La main de Nathalie s'est refermée autour de la base en laiton de la lampe, l'arrachant de la prise murale. Ruby a fait un pas en arrière, mais pas assez vite. Nathalie a balancé la lampe de toutes ses forces, la base lourde percutant le côté de la tête de Ruby avec un bruit sourd écœurant. « Comment oses-tu m'accuser » a hurlé Nathalie. Ruby a trébuché en arrière, son petit corps heurtant violemment le mur avant de s'effondrer au sol. Du sang a immédiatement commencé à suinter d'une entaille au-dessus de sa tempe, se répandant sur ses cheveux blonds et sur le tapis. J'ai hurlé, tombant à genoux près de ma fille. Mes mains tremblaient alors que je l'ai pressée contre la blessure, essayant d'arrêter le saignement. Les yeux de Ruby étaient ouverts mais infocused, vagues, et un gémissement terrifié s'est échappé de ses lèvres. « Que quelqu'un appelle le 911, ai-je crié. James s'est précipité, le visage blanc comme un linge. Il a retiré sa chemise, l'utilisant pour appliquer une pression sur la blessure à la tête de Ruby pendant que je la berçais, les larmes coulant sur mon visage. Le sang a traversé le tissu en quelques secondes. Caroline avait déjà sorti son téléphone, parlant rapidement à un répartiteur d'urgence. D'autres invités s'entassaient dans le couloir, haletant et criant sous le choc. Que s'est-il passé? Patricia s'est frayé un chemin à travers la foule, ses yeux se posant sur Nathalie, qui tenait toujours la lampe, la poitrine haletante. Puis Patricia a vu Ruby sur le sol, le sang s'accumulant sous sa tête, et son expression s'est durcie. Elle volait les enveloppes cadeaux, ai-je dit d'une voix étranglée. Ruby l'a surprise et elle l'a attaquée. Elle a attaqué mon bébé. Les yeux de Patricia allaient et venaient entre sa fille et mon enfant blessé. Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose ressemblant à de l'horreur traverser son visage. Mais ensuite, elle s'est redressée, ses lèvres se pressant en une ligne fine. « Je suis sûr que tu te trompes » a dit Patricia froidement. Nathalie ne volerait jamais. Ruby a dû dire quelque chose d'inapproprié et la surprise. Les enfants inventent des histoires tout le temps. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma fille saignait sur le sol, peut-être avec une fracture du crâne, et Patricia défendait la femme qui venait de l'agresser. « Es-tu folle » a crié James à sa mère. « Regarde Ruby. » Nathalie a attaqué une enfant de 6 ans. Elle l'a mérité pour avoir porté de fausses accusations, a lancé Patricia sèchement. Vous avez toujours laissé cet enfant faire n'importe quoi, disant tout ce qu'elle veut sans conséquence. Peut-être que cela lui apprendra à ne pas répandre des mensonges sur les gens. La pièce a éclaté en voix colérique. Caroline s'est interposée entre moi et Patricia, le visage furieux. Ma mère s'est précipitée avec des serviettes humides, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le visage pâle de Ruby, et la façon dont ses yeux essayaient sans cesse de se fermer. « Reste avec moi, bébé » ai-je chuchoté. « Reste éveillé. L'ambulance arrive. » Nathalie a finalement laissé tomber la lampe, le fracas résonnant dans le couloir soudainement silencieux. Elle a regardé ses mains comme si elle les voyait pour la première fois, puis la forme effondrée de Ruby. Pendant une seconde, quelque chose ressemblant à de la panique a vacillé sur son visage, mais Patricia lui a saisi le bras. « Ne dis rien » a ordonné Patricia à sa fille. « Nous partons. »« Vous n'allez nulle part » a grogné James, bloquant leur passage. « Vous pensez pouvoir agresser ma fille et simplement partir ?» Les sirènes de l'ambulance se faisaient plus fortes, et en quelques minutes, les ambulanciers se précipitaient dans notre maison. Ils ont soigneusement stabilisé le cou et la tête de Ruby, la chargeant sur une petite civière. Je suis monté dans l'ambulance avec elle, tenant sa petite main alors que nous foncions vers l'hôpital. La salle d'urgence est devenue un flou de lumière fluorescente et de voix urgentes. Les médecins ont examiné Ruby pendant que je répondais aux questions, ma voix tremblante. Ils l'ont emmenée passer un scanner pour vérifier s'il y avait une hémorragie interne ou des fractures du crâne. James est arrivé peu après, nous ayant suivis avec notre voiture. Ses yeux étaient rouges et ses mains ne cessaient de trembler. « La police est à la maison » a-t-il dit doucement. Ils prennent les dépositions de tout le monde. Caroline leur a dit tout ce qu'elle a vu, et au moins 8 autres invités l'ont soutenu. Maman et Nathalie ont essayé de partir, mais les officiers les ont arrêtés. Pendant que nous attendions les résultats des examens de Ruby, 2 officiers de police sont arrivés à l'hôpital pour prendre nos dépositions. L'officier Martinez était une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, qui s'est assise à côté de moi et m'a tendu des mouchoirs pendant que je racontais ce qui s'était passé. Son partenaire, l'officier Davis, parlait avec James dans le couloir.
Votre fille a surpris la suspecte en train de voler de l'argent dans les enveloppes cadeaux? A demandé l'officier Martinez, écrivant soigneusement dans son carnet. Oui. Ruby l'a vu les mettre dans son sac à main. Elle a 6 ans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, juste que ces enveloppes étaient censées être pour son petit frère. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots. Et puis la suspecte l'a frappée avec une lampe. Une lampe en laiton de la table d'appoint. Lourde, en laiton massif. Elle l'a balancée à la tête de Ruby à 2 mains. J'ai tout vu. L'image ne cessait de repasser dans mon esprit, ce moment de pure rage sur le visage de Nathalie avant que la lampe ne percute le crâne de ma fille. L'expression de l'officier Martinez s'est durcie. Nous avons plusieurs témoins confirmant cela. La mère de la suspecte a également fait des déclarations inquiétantes sur les lieux. Plusieurs invités l'ont enregistré disant que l'enfant méritait ce qui s'était passé. Je me sentais malade. Entendre cela décrit de manière si clinique rendait la chose encore pire. Une femme adulte avait brutalisé une enfant de 6 ans, et une autre adulte avait dit qu'elle le méritait. Nous avons arrêté mademoiselle Nathalie Crawford pour agression sur mineur et vol, a poursuivi l'officier Martinez. Compte tenu de la gravité des blessures de votre fille et du nombre de témoins, le procureur poursuivra probablement cette affaire de manière agressive. Nous aurons besoin de photographies des blessures de Ruby, et l'hôpital fournira les dossiers médicaux documentant le traumatisme. James est revenu avec l'officier Davis, la mâchoire serrée de cette façon déterminée que je reconnaissais. Ils la détiennent à la prison du comté. Aucune caution n'a encore été fixée, mais sa mise en accusation est demain matin. L'attente semblait interminable. Je ne cessais de penser à l'expression confuse de Ruby quand Nathalie avait saisi cette lampe. Comment ma fille n'avait même pas compris qu'elle était en danger avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait été si excitée par la baby shower, si fière d'aider. Maintenant, elle était allongée dans un lit d'hôpital avec une blessure à la tête. 3 heures plus tard, un médecin est finalement sorti pour nous parler. Ruby avait une commotion cérébrale sévère et l'entaille avait nécessité 12 points de suture, mais miraculeusement, aucune fracture du crâne. Il voulait la garder toute la nuit en observation, inquiet d'un potentiel gonflement du cerveau. Elle a beaucoup de chance, a déclaré le docteur Patterson, son visage buriné sérieux. 1 pouce plus bas, et nous aurions affaire à des dommages oculaires potentiels. La force du coup était importante. Qu'est-ce qui l'a frappé exactement? Une lampe en laiton, environ 5 livres, 2,2 kg, je dirais, a dit James d'un ton plat. Les sourcils du docteur Patterson se sont levés. Une adulte a frappé une enfant avec un objet en laiton de 5 livres? Délibérément? Ma sœur, a dit James, la voix creuse. Ma propre sœur a fait ça. L'expression du médecin a changé pour quelque chose entre la sympathie et le dégoût. Il a pris des notes sur le dossier de Ruby, et je savais que ces notes finiraient comme preuve dans le cas de Nathalie. Ils nous ont laissé voir Ruby vers 20h ce soir-là. Elle était réveillée mais groggy, un énorme bandage blanc enroulé autour de sa tête. Ses yeux se sont remplis de larmes quand elle nous a vus. Maman, ma tête me fait si mal, a-t-elle geint. Je suis monté prudemment sur le lit d'hôpital à côté d'elle, attentive à mon ventre de femme enceinte, et je l'ai serré dans mes bras. Je sais, bébé. Je sais que ça fait mal, mais tu vas aller bien. Les médecins t'ont soigné. Pourquoi Nathalie m'a frappé, a demandé Ruby, sa petite voix confuse. Je lui ai juste dit que c'était pour le bébé. Je ne voulais pas la fâcher. James s'est assis de l'autre côté du lit, sa main sur l'épaule de Ruby. Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Rien du tout. Tante Nathalie faisait quelque chose de très mal, et elle s'est mise en colère quand tu l'as surprise. Mais ce n'est pas ta faute. Les adultes ne devraient jamais faire de mal aux enfants, quoi qu'il arrive. Grand-mère Patricia a dit que j'étais méchante, a chuchoté Ruby. Elle a dit que j'avais menti. La rage qui m'a traversée était presque physique. Je voulais retourner chez nous et confronter Patricia à nouveau, mais je me suis forcé à rester calme pour le bien de Ruby. Grand-mère Patricia avait tort, ai-je dit fermement. Tu as dit la vérité, et dire la vérité est toujours juste. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce que ça les fait mal paraître. Mais ça ne fait pas de toi une menteuse. Tu es courageuse et honnête, et nous sommes si fiers de toi. Les yeux de Ruby ont commencé à se fermer, les analgésiques la tirant vers le sommeil. James et moi sommes restés assis avec elle toute la nuit, somnolents à tour de rôle sur les chaises d'hôpital inconfortables.
Chaque fois qu'une infirmière venait vérifier ses signes vitaux, Ruby se réveillait en sursaut, effrayée par le bruit et l'environnement inconnu. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un texto de Caroline. Patricia publie sur Facebook. Tu dois voir ça. J'ai ouvert l'application de réseau social avec des mains tremblantes. Effectivement, Patricia avait écrit un long post expliquant comment sa famille était déchirée par de fausses accusations. Elle prétendait que Ruby avait attaqué Nathalie en premier, que sa petite fille avait des problèmes de comportement que nous refusions de traiter, et qu'elle priait pour que la vérité éclate. Le post avait déjà des douzaines de commentaires, principalement de gens que je ne connaissais pas, exprimant leur soutien à Patricia et leur jugement à notre égard. J'ai montré ça à James, regardant son visage passer de l'épuisement à la fureur en quelques secondes. Elle a posté ça alors que Ruby est à l'hôpital avec une commotion cérébrale, a-t-il dit, les dents serrées. Elle ment littéralement sur le fait qu'une enfant a été agressée pour protéger Nathalie. A-t-elle le droit de faire ça? N'est-ce pas illégal d'une manière ou d'une autre, ai-je demandé. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. James a sorti son téléphone et a commencé à faire des captures d'écran du post de Patricia et de chaque commentaire. Puis il a commencé à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille et en diffamation. Le lendemain matin, nous avons été autorisés à ramener Ruby à la maison. Elle bougeait lentement, grimaçant à cause des lumières vives et des bruits forts. Le médecin a prescrit des analgésiques et des instructions strictes pour surveiller les signes d'aggravation de la commotion, pas d'écran, pas d'activité physique, pas d'école pendant au moins une semaine. Ma mère est arrivée chez nous avant nous, étant entrée avec le double des clés. Elle avait nettoyé le sang du tapis du couloir, bien qu'une légère tache subsiste. Les décorations de la baby shower avaient disparu, les cadeaux empilés proprement dans un coin du salon. Le panier à enveloppes était sur le comptoir de la cuisine, presque vide. J'ai sauvé les cartes qui restaient, a dit maman, la voix serrée. La plupart des gens ont repris les leurs quand ils ont entendu ce qui s'était passé. Ils voulaient vous les remettre directement au lieu de les laisser là où cette femme pourrait les atteindre. Ruby s'est installée sur le canapé avec sa couverture préférée et son éléphant en peluche. En quelques minutes, elle dormait à nouveau, épuisée par l'épreuve. Je me suis assise à côté d'elle, une main sur son bras, incapable de m'arrêter de la toucher et de me rassurer qu'elle allait bien. James a disparu dans son bureau à domicile. Je pouvais l'entendre au téléphone, la voix basse et intense. Quand il a émergé 2 heures plus tard, son expression était déterminée. J'ai trouvé un avocat. Il s'appelle Richard Chen, et il se spécialise en droit de la famille et dans les affaires criminelles impliquant des mineurs. Il veut nous rencontrer demain matin. Il m'a aussi donné le nom d'un avocat en diffamation qui pourrait nous aider avec les posts de maman sur les réseaux sociaux. Combien cela va-t-il coûter? Ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Nous avions économisé pour le bébé, pour les nouveaux meubles et les frais médicaux. Les frais juridiques n'étaient pas dans le budget. Richard a dit de ne pas s'inquiéter de ça pour l'instant. Il veut d'abord examiner le dossier, mais il a mentionné que si nous gagnons, nous pouvons demander des dommages et intérêts pour couvrir nos frais juridiques et les dépenses médicales de Ruby. James s'est assis lourdement dans le fauteuil. J'ai aussi appelé mon oncle Frank. Je lui ai demandé à propos de l'argent qui avait disparu de son entreprise. Je l'ai regardé avec surprise. L'oncle Frank était le frère du père de James, un homme calme qui dirigeait un petit cabinet comptable. Je ne l'avais rencontré qu'une poignée de fois lors de réunions de famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé. Il y a 2 ans, quand son assistante était en congé maternité, il a engagé Nathalie pour aider avec les dépôts et la comptabilité de base. En 3 mois, environ 3,000 $ ont disparu des paiements des clients. L'argent a été déposé, selon les registres, mais il n'est jamais arrivé sur le compte de l'entreprise. James s'est frotté le visage avec fatigue. Frank ne l'a jamais signalé parce que maman l'a convaincu qu'il devait y avoir une autre explication, que peut-être la banque avait fait des erreurs ou que les clients avaient fait des chèques sans provision. Mais il a arrêté d'utiliser l'aide de Nathalie après ça, et le problème a cessé. Donc, elle vole la famille depuis des années, ai-je dit lentement. C'est ce que je commence à penser, et je vais le prouver. Au cours des jours suivants, James est devenu obsédé par l'enquête sur l'histoire financière de sa sœur. Il était méticuleux par nature, son travail d'auditeur financier l'ayant formé à repérer les divergences et à suivre les traces d'argent. Maintenant, il tournait ses compétences vers sa propre famille avec une précision chirurgicale. Il a commencé par les profils de réseaux sociaux de Nathalie remontant à 5 ans.
Il a documenté chaque achat coûteux qu'elle avait posté, chaque vacance, chaque article de créateur. Puis il a créé un tableur suivant son historique d'emploi et son salaire estimé. L'écart entre ses revenus et ses dépenses était énorme. « Regarde ça », a dit James, me montrant l'écran de son ordinateur portable tard un soir. En mars, il y a 2 ans, elle a posté à propos d'un week-end à Miami. Vol en première classe, hôtel de luxe, dîner dans 3 restaurants haut de gamme différents. J'ai vérifié les coûts. Ce week-end lui a probablement coûté au moins 4,000 $. Mais j'ai trouvé des dossiers publics montrant que son revenu annuel n'était que de 38,000 $ cette année-là. Comment quelqu'un gagnant 38,000 $ par an peut-il s'offrir un week-end à 4,000 $? Peut-être des cartes de crédit, ai-je suggéré, bien que même en le disant, je savais que cela n'expliquait pas tout. J'ai pensé à ça aussi, alors j'ai demandé son rapport de crédit par des voies légales. Nous avions des raisons légitimes étant donné l'affaire criminelle en cours. James a fait défiler son tableur. Elle a 4 cartes de crédit, tout au maximum. Une dette totale d'environ 60,000 $. Elle fait les paiements minimums, gardant à peine la tête hors de l'eau, donc les cartes de crédit ne financent pas ses voyages. Quelque chose d'autre le fait. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. James, tu penses qu'elle vole depuis le début? Je sais qu'elle le fait. J'ai juste besoin de le prouver. Il a fermé son ordinateur portable et m'a regardé, l'épuisement évident dans chaque ligne de son visage. Je vais appeler tous les membres de la famille qu'elle a aidés avec de l'argent ou dont elle a eu accès aux finances. Je vais découvrir exactement combien elle a volé au fil des ans. Ruby s'est réveillée en hurlant cette nuit-là, le premier de nombreux cauchemars. Elle rêvait que Nathalie la poursuivait avec une lampe, que grand-mère Patricia lui criait dessus, qu'elle saignait et que personne ne voulait l'aider. Je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait, me sentant complètement impuissante. Ma fille de 6 ans était traumatisée, et tout ce que je pouvais faire était de la tenir et de lui promettre qu'elle était en sécurité. La réunion avec l'avocat Richard Chen a eu lieu 3 jours après l'agression. Ruby est restée à la maison avec ma mère pendant que James et moi conduisions à son bureau en centre-ville. Richard était plus jeune que je ne le pensais, peut-être au début de la quarantaine, avec des yeux vifs et une poignée de main ferme. J'ai examiné les rapports de police et les déclarations des témoins, a dit Richard, s'installant derrière son bureau. C'est l'un des cas d'agression les plus clairs que j'ai vus. De multiples témoins, des preuves vidéo des conséquences, une enfant victime avec des blessures documentées, et une suspecte prise en flagrant délit de vol. Le procureur prend cela très au sérieux. Qu'en est-il de la mère de James, ai-je demandé. Elle publie des mensonges sur Ruby sur les réseaux sociaux, disant qu'elle a attaqué Nathalie en premier, qu'elle est une enfant à problème. Les gens la croient. L'expression de Richard s'est assombrie. J'ai vu ses posts. Ils sont problématiques, à la fois du point de vue de la diffamation et parce qu'ils pourraient potentiellement influencer le jury si cela va au procès. Je vais vous recommander de consulter un avocat en diffamation pour envoyer une lettre de mise en demeure. Si elle ne supprime pas les posts et n'arrête pas de faire de fausses déclarations, vous pouvez engager des poursuites. Nous voulons juste qu'elle arrête, a dit James. Je me fiche de l'argent de maman. Je veux juste qu'on laisse Ruby tranquille. Malheureusement, votre mère ne semble pas encline à arrêter d'elle-même, a répondu Richard. Parfois, la menace d'une action en justice est la seule chose qui fonctionne. Maintenant, concernant les soins continus de votre fille, je suppose qu'elle aura besoin d'une thérapie. J'ai hoché la tête. Le pédiatre nous a orientés vers un pédopsychologue spécialisé dans les traumatismes. Notre premier rendez-vous est la semaine prochaine. Bien. Documentez tout. Chaque séance de thérapie, chaque cauchemar, chaque façon dont cette agression a impacté sa vie quotidienne. Cette documentation sera cruciale non seulement pour l'affaire criminelle, mais aussi pour toute poursuite civile que vous décideriez d'engager. Poursuite civile ? A demandé James. Vous pouvez poursuivre Nathalie pour dommages et intérêts frais médicaux, coûts de thérapie, douleurs et souffrances, détresse émotionnelle. Compte tenu de sa situation professionnelle, elle n'a probablement pas d'actifs importants, mais obtenir un jugement serait au moins consigné. Et si jamais elle touche de l'argent, vous pourriez recouvrer. Nous avons quitté le bureau de Richard avec une pile de papier et un calendrier de ce à quoi s'attendre. La mise en accusation de Nathalie avait déjà eu lieu. Elle avait été libérée sous caution avec des conditions incluant l'interdiction de contact avec notre famille et la remise de son passeport.
L'audience préliminaire était prévue dans 6 semaines. James a passé la semaine suivante à passer des appels téléphoniques. Il a contacté chaque membre de la famille qui avait un jour engagé Nathalie ou lui avait donné accès à de l'argent. Les conversations étaient gênantes et douloureuses, remuant des incidents que les gens avaient essayé d'oublier ou d'excuser. Tante Linda, la sœur de son père, a admis que 2,000 $ s'étaient volatilisés lors du règlement de la succession de son défunt mari. Nathalie avait aidé à trier les documents financiers, et plusieurs chèques destinés à Linda n'avaient jamais été déposés. Linda avait supposé qu'ils étaient perdus ou égarés, et Patricia l'avait convaincue de ne pas faire d'histoire à propos de ça dans un moment si difficile. Le cousin Brad, qui était dans l'armée, a révélé que Nathalie avait gardé sa maison pendant un déploiement 3 ans plus tôt. À son retour, sa collection de pièces de monnaie, d'une valeur d'environ 5,000 $, avait disparu. Nathalie a prétendu qu'elle ne l'avait jamais vue, suggérant que quelqu'un avait dû entrer par effraction. Brad avait déposé une plainte à la police, mais sans preuve, cela n'avait rien donné. Encore une fois, Patricia s'en était mêlée, pleurant sur les fausses accusations et la loyauté familiale. Le schéma était indéniable. Depuis au moins 5 ans, Nathalie volait systématiquement les membres de sa famille, et Patricia la couvrait à chaque fois. Elle manipulait les victimes, les convainquait qu'elles se trompaient, jouait sur les obligations familiales et la culpabilité, et cela avait fonctionné jusqu'à ce que Ruby surprenne Nathalie sur le fait, et que la réponse violente de Nathalie rende le déni impossible. James a tout compilé dans un document complet, date, montant, déclaration des témoins, toute documentation qui existait encore. Il a envoyé des copies à Richard Chen, au procureur chargé de l'affaire de Nathalie, et à l'employeur de Nathalie. La réponse de son employeur a été rapide. Nathalie travaillait comme assistante administrative dans une société de marketing appelée Holloway & Associates. 2 jours après avoir reçu les informations de James, ils ont lancé un audit interne. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Depuis 18 mois, Nathalie détournait de l'argent de la petite caisse du bureau. De petites sommes au début, 20 $ ou 30 $ à la fois, mais devenant plus audacieuse avec le temps. Ces derniers mois, elle prenait 100 $ ou plus à la fois. Le vol total auprès de son employeur dépassait les 4,000 $. Holloway & Associates a licencié Nathalie sur le champ et a porté plainte au pénal. Soudain, elle ne faisait pas seulement face à une accusation d'agression et une accusation de vol lors de notre baby shower. Elle faisait face à un détournement de fonds de son employeur, plus les vols commis sur les membres de la famille qui, encouragés par l'enquête de James, se présentaient maintenant avec des rapports de police. J'ai regardé mon mari travailler avec une sorte d'admiration. James avait toujours été le pacificateur dans sa famille, celui qui aplanissait les conflits et trouvait des excuses au mauvais comportement. Mais quelque chose s'était brisé en lui quand Nathalie a blessé Ruby. L'homme que j'avais épousé voulait que tout le monde s'entende. L'homme assis à notre table de cuisine, montant un dossier criminel contre sa propre sœur, voulait la justice, des conséquences et la responsabilité. Est-ce que cela te semble mal, lui ai-je demandé un soir, en le regardant taper un autre email à un membre de la famille demandant des détails sur un vol suspecté. De s'en prendre à ta propre sœur aussi durement? James a levé les yeux, rencontrant les miens. Elle a failli tuer notre fille. Elle nous a volé notre bébé. Et quand Ruby l'a dénoncé, Nathalie a saisi une arme et a attaqué une enfant de 6 ans avec assez de force pour lui fêler le crâne. Ensuite, maman a essayé de blâmer Ruby pour ça. Il a secoué la tête lentement. Non, cela ne me semble pas mal. Cela ressemble à quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. La première séance de thérapie de Ruby a été déchirante. La psychologue, le docteur Amanda Wort, était douce et patiente, mais Ruby a quand même pleuré pendant la majeure partie du rendez-vous. Elle a dessiné des images de la baby shower, de tante Nathalie avec la lampe, du visage en colère de grand-mère Patricia. Le docteur Wort a expliqué que Ruby présentait des symptômes de stress post-traumatique et aurait besoin d'une thérapie continue pour traiter ce qui s'est passé. Le fait qu'un membre de la famille de confiance ait commis l'agression rend la chose particulièrement dommageable, nous a dit le docteur Wort après la séance. Le sentiment de sécurité de Ruby a été fondamentalement perturbé. Elle a appris que les adultes qu'elle connaît et en qui elle devrait pouvoir avoir confiance peuvent soudainement devenir violents. C'est une réalisation difficile à intégrer pour une enfant de 6 ans. Les nuits étaient les plus dures. Ruby se réveillait en hurlant, revivant le moment où Nathalie a balancé cette lampe vers sa tête. Je la tenais pendant qu'elle sanglotait, mon ventre de femme enceinte pressé maladroitement entre nous,
chuchotant des promesses qu'elle était en sécurité maintenant. James se tenait près de la fenêtre de la chambre de Ruby pendant l'un de ces épisodes, sa mâchoire serrée si fort que je craignais qu'il ne se casse une dent. Son téléphone sonnait constamment, sa mère appelant encore et encore. Il avait ignoré chaque appel. « J'ai enregistré Patricia », a dit Caroline, apparaissant dans l'encadrement de la porte. Elle avait l'air épuisée, portant toujours sa robe de soirée tachée du sang de Ruby. Après le départ de l'ambulance, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai demandé directement si elle pensait que Nathalie était justifiée de frapper Ruby. Elle a persisté, a dit que Ruby avait besoin d'apprendre le respect, a dit que les enfants de 6 ans ne devraient pas accuser les adultes de crime. J'ai tout en vidéo. Envoie-le-moi, a dit James immédiatement. Chaque seconde. Au cours des jours suivants, alors que Ruby récupérait à la maison avec une tête bandée et des cauchemars qui la réveillaient en hurlant, la machine judiciaire s'est mise en marche. La police avait arrêté Nathalie pour agression sur mineur. De multiples témoins avaient fait des déclarations confirmant que Ruby l'avait surprise en train de voler et que Nathalie l'avait attaquée sans provocation. 3 des enveloppes que Nathalie tentait de prendre contenaient plus de $800 au total. Mais Patricia a engagé un avocat de la défense coûteux, qui a immédiatement commencé à répandre un contre-récit. Ruby était une enfant troublée avec des problèmes de comportement. Il prétendait qu'elle avait attaqué Nathalie en premier. Nathalie s'était simplement défendue. Les témoins étaient tous mes amis et donc partiaux. Et les mensonges continuaient. Patricia appelait James à plusieurs reprises, exigeant qu'il me convainque d'abandonner les charges. Quand il a refusé, elle a menacé de nous poursuivre pour diffamation. Elle a posté sur les réseaux sociaux comment sa fille était persécutée par une belle-fille vindicative avec une enfant incontrôlable. Certains de ses amis la croyaient réellement, commentant avec soutien pour elle et indignation envers nous. James est devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. L'homme qui avait toujours essayé de maintenir la paix dans sa famille, qui trouvait des excuses à la froideur de sa mère et au comportement arrogant de sa sœur, a disparu. À sa place se tenait quelqu'un de calculateur et déterminé. Ils veulent jouer à des jeux, a-t-il dit un soir, son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Bien, nous allons jouer. J'ai regardé mon mari commencer à monter un dossier, non seulement pour le procès pénal, mais pour quelque chose de bien plus complet. James travaillait dans l'audit financier, et il savait comment suivre les traces d'argent. Il a commencé par les réseaux sociaux de Nathalie, faisant des captures d'écran de chaque post montrant son style de vie somptueux depuis 2 ans, sac à main de créateur, vacances coûteuses, voiture de luxe. Puis il a demandé ses dossiers d'emploi. Nathalie travaillait comme assistante administrative dans une entreprise de marketing de taille moyenne. Son salaire était public pour l'entreprise. James a fait les calculs, et les chiffres ne collaient pas. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse s'offrir son style de vie avec son revenu, même sans dette. Elle vole depuis des années, a dit James, me montrant ses tableurs. Regarde ça. Tous les quelques mois, elle poste à propos d'un nouvel achat coûteux, mais ses cartes de crédit sont au maximum. J'ai vérifié les registres publics après qu'elle a manqué des paiements l'année dernière. Alors, d'où vient cet argent ? Il a commencé à passer des appels aux membres de la famille, tante Linda, qui avait engagé Nathalie pour aider à organiser la succession de son défunt mari il y a 2 ans, cousin Brad, qui avait demandé à Nathalie de garder sa maison pendant qu'il était déployé à l'étranger, oncle Frank, qui avait fait confiance à Nathalie pour déposer des chèques pour sa petite entreprise quand son assistante était en congé maternité. Les histoires ont émergé lentement, à contre-cœur. Des membres de la famille qui n'avaient pas voulu causer de drame ou accuser quelqu'un sans preuve. Mais James était implacable, et finalement, ils ont admis leurs soupçons. $2,000 avaient disparu du règlement de la succession de tante Linda. Brad était revenu de déploiement pour trouver plusieurs objets de collection de valeur vendus sans sa permission. L'entreprise d'oncle Frank avait connu des déficits inexpliqués qui ont cessé lorsque le poste temporaire de Nathalie a pris fin. Personne n'avait rien signalé parce que Patricia les avait tous convaincus qu'il devait y avoir une erreur. Que Nathalie ne volerait jamais. Que la famille n'accuse pas la famille sans preuve absolue, la même tactique qu'elle avait essayé d'utiliser contre nous. James a tout compilé dans un document détaillé complet avec une chronologie, des déclarations de témoins et une analyse financière. Il a envoyé des copies au procureur chargé de l'affaire d'agression de Nathalie, aux membres de sa famille élargie et à l'employeur de Nathalie. La réponse a été rapide et brutale. L'entreprise de Nathalie a lancé une enquête interne et a découvert qu'elle détournait de l'argent de leur petite caisse depuis 18 mois.
Ils l'ont licencié immédiatement et ont porté plainte. Oncle Frank a finalement déposé un rapport de police concernant ces dépôts d'entreprise manquants. Tante Linda a engagé un avocat pour poursuivre le recouvrement de son argent d'héritage volé. Soudain, Nathalie ne faisait pas face à une seule accusation d'agression. Elle faisait face à de multiples chefs d'accusation de vol, de détournement de fonds et de fraude s'étendant sur plusieurs années. Les preuves étaient accablantes, et son avocat de la défense coûteux a commencé à parler d'accords de plaidoyer au lieu de procès. Mais James n'avait pas fini. Il a tourné son attention vers Patricia, qui avait permis et défendu le comportement de Nathalie à chaque tournant. Les publications de Patricia sur les réseaux sociaux à propos de notre famille après l'agression avaient été vicieuses. Elle m'avait traité de mère incompétente. Elle avait laissé entendre que Ruby était perturbée et avait besoin d'une aide psychiatrique. Elle avait dépeint James comme étant contrôlé par sa femme manipulatrice. James a consulté un avocat spécialisé dans la diffamation et les droits des grands-parents. Ensemble, ils ont rédigé une lettre de mise en demeure soulignant chaque fausse déclaration que Patricia avait faite publiquement. Ils ont documenté le préjudice émotionnel que ces déclarations avaient causé à notre famille, en particulier à Ruby, à qui des camarades de classe demandaient si elle était folle parce que leurs parents avaient vu les posts de Patricia. La lettre donnait à Patricia 72 heures pour supprimer tous les messages, présenter des excuses publiques et accepter un accord juridiquement contraignant stipulant qu'elle n'aurait aucun contact avec notre famille pendant un minimum de 3 ans. Si elle refusait, nous déposerions une plainte pour diffamation et demanderions une ordonnance restrictive. La réponse de Patricia est arrivée par l'intermédiaire de son avocat. Elle a supprimé le post mais a refusé de s'excuser. Elle prétendait qu'elle avait le droit de voir ses petits-enfants et que nous étions déraisonnables. La réponse de James fut le coup de grâce. Il a demandé une ordonnance restrictive au nom de Ruby, de moi et de notre enfant à naître. L'audience au tribunal comprenait le témoignage du thérapeute de Ruby sur le traumatisme qu'elle avait subi, non seulement à cause de l'agression, mais à cause du blâme ultérieur de la victime par Patricia. La vidéo de Caroline montrant Patricia disant que Ruby l'avait mérité a été diffusée dans la salle d'audience. De multiples membres de la famille ont témoigné sur le schéma de Patricia consistant à protéger Nathalie, peu importe qui était blessé. Le juge a accordé une ordonnance restrictive de 3 ans. Il était interdit à Patricia de s'approcher à moins de 500 pieds, 150 mètres, de notre domicile, de l'école de Ruby ou de tout endroit où nous étions présents. Il lui était interdit tout contact avec nous, y compris par l'intermédiaire de tiers. Le jour où l'ordonnance restrictive a été finalisée, James est rentré à la maison et m'a tenu dans ses bras pendant un long moment. J'étais enceinte de 8 mois à ce moment-là, bougeant lentement et dormant par intermittence. Ruby faisait encore des cauchemars et tressaillait quand quelqu'un élevait la voix, mais nous avions gagné. Nathalie a finalement accepté un accord de plaidoyer qui comprenait une peine de prison, une probation et des paiements de restitution à ses victimes. Le juge a été particulièrement sévère lors de la condamnation, notant qu'elle avait violemment attaqué une enfant pour dissimuler son vol et n'avait montré aucun remords. Patricia ne s'est jamais excusée. Elle a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de son avocat, nous blâmant d'avoir détruit la vie de sa fille et déchiré la famille. James n'a même pas pris la peine de répondre. Notre fils est né 6 semaines plus tard, en bonne santé et criant à plein poumon. Ruby l'a tenu soigneusement à l'hôpital, ses points de suture cicatrisés depuis longtemps, mais une légère cicatrice toujours visible au-dessus de sa tempe. Elle a embrassé son front doucement et a promis de toujours le protéger, tout comme papa l'avait protégé. L'argent de la baby shower que Nathalie n'avait pas réussi à voler, combiné au paiement de restitution que nous avons finalement reçu, est allé dans un fonds universitaire pour les 2 enfants. Nous n'avons plus jamais eu de relation avec Patricia ou Nathalie. La plupart de la famille élargie de James s'est discrètement rangée de notre côté, embarrassée par toute la situation. 3 ans plus tard, nous avons reçu une notification indiquant que l'ordonnance restrictive était sur le point d'expirer. L'avocat de Patricia nous a contactés pour demander si elle pouvait avoir des visites supervisées avec ses petits-enfants. James a rédigé une réponse décrivant les conditions. Patricia devait suivre une thérapie familiale, fournir des excuses écrites reconnaissant le mal causé, et accepter des visites supervisées uniquement avec un superviseur payé par elle, avec un droit de mettre fin au contact si elle violait la moindre limite. Elle n'a jamais répondu. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Ruby a 9 ans maintenant, et elle se souvient à peine de l'incident de la baby shower, sauf à travers la cicatrice et les histoires que nous avons soigneusement partagées sur le fait de défendre ce qui est juste. Notre fils sait que sa grand-mère et sa tante existent mais ne les a jamais rencontrés, et il ne semble pas dérangé par leur absence.
Parfois, les gens demandent si je regrette comment tout s'est déroulé, si poursuivre la justice aussi agressivement valait la rupture familiale permanente. Mais ensuite, je regarde Ruby, confiante et forte, qui a appris que les adultes qui t'aiment se battront pour toi quand tu es blessé. Je regarde mon fils grandir en sécurité, entouré de gens qui ne lui feraient jamais de mal ni n'excuseraient la violence contre les enfants. James entend parfois des nouvelles par des parents éloignés. Nathalie a purgé sa peine et a déménagé dans un autre état, travaillant dans des emplois au salaire minimum et luttant pour reconstruire sa vie avec un casier judiciaire. Patricia vit seule, son cercle social rétrécit après que la vérité a éclaté sur sa protection d'une voleuse et son blâme d'une enfant traumatisée. Je ne prends pas plaisir à leur chute, mais je ne la regrette pas non plus. Elles ont fait des choix, et les choix ont des conséquences. Ruby a dit la vérité à 6 ans, et une adulte l'a attaquée pour cela. Une autre adulte a défendu cette attaque et a essayé de dépeindre ma fille comme méritant la violence. James s'est assuré que le monde sache exactement qui elles étaient. Et quand Nathalie a vu cette ordonnance restrictive, quand elle a réalisé que chaque vol qu'elle avait jamais commis était exposé, quand son avenir s'est effondré dans les salles d'audience et les cellules de prison, elle a tremblé. Nous l'avons appris par les parents qui ont été témoins de son effondrement après la condamnation. Mais plus important encore, Ruby n'a plus jamais eu à revoir son agresseur. Elle n'a plus jamais eu à entendre quelqu'un dire qu'elle méritait ce qui lui était arrivé. Elle a grandi en sachant que ses parents remueraient ciel et terre pour la garder en sécurité. Et quand je regarde ce résultat, je sais que nous avons fait la bonne chose à chaque étape du chemin.